j'ai été directeur scientifique du conseil scientifique du musée. Après Jean Guichard, le conservateur qui a été nommé, c'était Jean-Jacques Leyer-Merle. Jean-Jacques Leyer-Merle, connaissant pas la région, connaissant pas les sites, etc., parce qu'il était très parisien, en fin de compte, avait besoin d'un conseil scientifique, donc il a réuni un certain nombre de collègues, et puis il nous a dit, voilà, vous êtes mon conseil, je vous pose une question, vous me répondez, puis voilà. Donc il s'agissait de finaliser l'opération musée, nouveau musée. Donc j'ai travaillé là. Et on continue à travailler, puisqu'en fin de compte, une fois que le musée a été conçu, les vitrines, les expositions, etc., en permanence on renouvelle tout ça, on le recycle, on le réadapte. Oui, parce que c'est pas figé, parce que c'est nécessaire, disons, de suivre l'évolution, les connaissances. Quoi. Oui, bien sûr. Bah oui. Et puis l'évolution, puis la façon de présenter les choses aussi. Oui. Voilà, donc voilà, je travaille là-dedans. Donc là, vendredi, je pars, je vais aux ESI pour... D'accord. Vous, quand en 56-57, là, à l'époque Rouffignac, Périgord, non, j'étais pas encore là, moi. Ah, d'accord, parce que alors, Rouffignac, ce sont vos parents qui ont été les premiers en première ligne, là, puisqu'ils étaient là-bas. Ils ont été envoyés par leur journal, je crois que c'était La France, c'est ça? Oui. Bon, l'histoire telle que... C'est eux qui me l'ont raconté, donc voici ce que... Mon père a été, du moins. Oui. Mais ils se sont intéressés tous les deux, je crois qu'il y avait une... Oui. Donc ils sont arrivés là-bas et ils se sont aperçus, ils ont trouvé cette situation à Rouffignac qui était un peu conflictuelle, etc. C'est assez drôle de vous raconter après qu'on a amené le prince Charles visiter Rouffignac avec Lynn Daniel, alors c'était drôle. Et c'est comme ça qu'ils ont établi un contact avec Borde, puisqu'ils se sont renseignés pour essayer de savoir exactement ce qu'il fallait en penser, et c'est comme ça que ça a démarré. Moi, j'étais pas encore dans le circuit, moi je suis rentré dans le circuit en 64, en rentrant en Algérie. Quand j'ai été libéré du service militaire, je suis rentré au laboratoire l'année suivante. Mais vous avez connu Balou, le crabe et tout? Ah, je n'étais pas... j'étais pas pied noir, moi, j'étais envoyé en vacances là-bas. Oui, d'accord, mais vous n'avez pas eu le... Ma carrière algérienne a été strictement militaire pendant toute la durée du service militaire. Et puis, j'avais quand même, puisque il y a eu quand même, il y avait des moments de calme à la fin, et donc j'avais commencé à tourner autour de Philippeville, Djidjeli, dans le Constantinois où j'étais. Je connaissais quand même assez bien le terrain, donc j'ai trouvé quelques sites, des choses comme ça. Et quand je suis revenu là, j'avais dans mes caisses, j'avais deux boîtes de chaussures de silex que j'ai montré à Borde, qui m'a dit « Ah, il faut montrer ça à Tixier, c'est lui, grand spécialiste. » Et voilà comment je suis rentré dans la préhistoire. Donc ça a commencé ça en 64, en 64, puisque je suivais les cours de Borde, j'étais étudiant, donc je suivais les cours de Borde. Et en 64, pendant l'année universitaire, il m'a proposé un boulot d'assistant. Ce qui était, disons, un peu inespéré, hein, et difficile à l'époque. Moins que maintenant, mais c'était quand même pas facile. Et donc j'ai travaillé avec Borde à partir de 1964. J'ai connu vos parents à ce moment-là, moi. Et alors Borde... Moi j'ai eu quand même des caisses de silex volées, hein. J'ai vu ce genre de choses, quoi. Ce genre de choses. On travaillait à ce moment-là, c'était totalement différent quand même. Chemin roule? Non. Bon. On était chemin roule, hein. On avait quitté. Vos parents ont connu la fac, l'actuel musée d'Aquitaine. C'était là. Dans un truc, il y avait un recoin et il y avait le laboratoire de préhistoire. Là. Donc il devait y avoir vos parents, il devait y avoir Claude Thibault, Gabriel Gauthier, 7 ou 8 personnes, pas plus, c'était ça. Hein. C'était Pratt, oui, Paquereau, mademoiselle Paquereau. Voilà, grosso modo, hein, c'était une petite dizaine de personnes. Mais c'était au moment où l'université de Bordeaux quittait le centre-ville pour venir s'installer sur le campus. Donc l'installation sur le campus, moi j'ai connu les vaches là, hein, sur le campus maintenant. Il y avait les bâtiments qui montaient. Donc le laboratoire de préhistoire n'a pas été tout de suite logé dans les bâtiments neufs, il a été logé dans une ancienne petite folie bordelaise. De la banlieue, oui, c'était ça.
Et donc il y avait une aile ça s'appelle maintenant, le nom vous reviendra, qui était le laboratoire de préhistoire. Alors, bon, 3 bureaux, un bout de laboratoire, une réserve au sous-sol et une grande salle largement occupée par Borde et accessoirement par nous quand on arrivait à gagner 1 mètre carré. Et bon, on a travaillé là jusqu'en 67. Alors 67, vous voyez, on approche de la date de 68, date fatidique. Et à ce moment-là, les travaux de construction des bâtiments de géologie recherche, puisqu'on était rattaché à la géologie, étaient terminés. Donc on a déménagé du chemin roule pour aller dans le bâtiment, les grands bâtiments qui sont sur le campus dans la première tranche. Et à ce moment-là, on s'est installé là. Et ça correspond à peu près au moment où vos parents sont partis, eux, sur les Aisies. Moi, je les ai connus, ils habitaient encore à côté de Saint-Saint, là-bas au Cap de Ville. Cap de Ville. Et alors donc, ça devait être passionnant. Enfin, vu avec 40 ou 50 ans de recul, j'ai l'impression que c'était bouillonnant. Ah oui, avec Borde, ça ne pouvait pas s'ennuyer. On s'ennuyait pas. On était embêtés parfois, mais on s'ennuyait pas parce que c'était l'explosion à chaque. Mais c'était un enthousiasme en définitive alors. C'était un mélange d'enthousiasme, de vision passionnée de la chose. Il y avait parfois on quittait toute raison, toute logique, quoi. Mais c'était passionné. Et ça, il le faisait passer, Borde. On était vraiment motivés au point de ne pas prendre de vacances, de travailler le samedi, de travailler le dimanche. On était là-dedans. Ce qui nous posait quand même des problèmes au niveau familial. Parfois, moi, j'avais 2 enfants. Et donc on a vécu dans cette atmosphère-là. Et il y avait quand même un facteur qui est important, c'est qu'il y avait en même temps la présence de Madame Borde. Oui. Et autant Borde était le personnage que l'on connaît, mais Madame Borde était totalement... c'était très différent, c'était très contrasté, disons. Elle était d'abord foncièrement bordelaise, très bordelaise. Famille de Prévost de Sonneville, père peintre, la mère également, donc il y avait cette culture un peu chartronne qui était là derrière, et qui contrastait avec la position de Borde qui était, lui il était du Lot-et-Garonne, mais ils avaient une partie de la vie commune, disons, qui était parisienne, puisqu'ils étaient dans les laboratoires de Vaufray, au Pifto Vaufray, et donc pour nous, jeunes étudiants, jeunes veaux, comme disait Borde, on était obligé d'ajuster en permanence notre position en fonction de notre interlocuteur. Si c'était Borde, on avait un profil à respecter. Si c'était Madame Borde, on avait un autre. Et avec Madame Borde, c'était beaucoup plus complexe. Il y a toujours eu des conflits avec elle. Mais bon, ça c'est... Ah oui, ils étaient très très différents, ça c'est ce que j'ai cru comprendre en effet. Et c'est elle qui gérait un peu pardon, qui gérait sa carrière. Quand je dis carrière, sa carrière administrative, ou du moins l'aspect administratif de sa carrière. Et Borde était au CNRS avant, quand il a le poste de... c'est pas lui qui a créé le laboratoire ici, c'était un professeur qui était là, un professeur Malvezin Fabre, un prof de botanique, qui avait créé ce laboratoire, et il avait 2 assistants, enfin il avait un assistant et une collaboratrice. L'assistant c'était François Pratt, et la collaboratrice c'était Marie-Madeleine Pacreau. Puis il y avait 2 techniciens qui étaient là, monsieur et madame Pariès. Alors, je les ai rencontrés. Donc il y avait cette équipe-là, et Borde qui était donc CNRS Paris, de poste se libérant ici à Bordeaux, l'université a décidé de renouveler le poste, donc le maintenir, et Borde a candidaté, il a eu le poste. Et donc la famille Borde déménage, vient s'installer ici, dans le laboratoire de géologie. Borde était géologue de formation, Madame Borde était chartriste, elle, donc c'était autre chose, mais donc Borde était installé, chemin roule, où nous étions, c'était la géologie, quoi. Ouais. Et Borde a commencé à recruter. À ce moment-là, il y a eu l'affaire de Rouffignac, il y a eu l'affaire du Rigourdou, mais Borde commençait à recruter. Il a recruté du côté CNRS, il y a eu votre père,
Il y a eu Thibault, Claude Thibault, mort depuis. Et puis après, ça a été toute la série, là, c'est-à-dire, il y a eu La Ville, Delpech, Rio, de Benat, il y avait Bouvier, pardon, j'oubliais, et puis après, ça a été... après, il y a eu les plus jeunes, il y a eu Lenoir, Michel Lenoir, que vous avez rencontré, je suppose. Un peu plus tard. Un peu plus tard, il a été recruté Oui, il a été recruté plus tard. Après, il y a eu le Temps Horaire, il y a eu... Le Temps Horaire, je l'ai interviewé vite fait à l'IPH il y a 6 mois. Il y a eu un certain nombre on était une bonne douzaine quand on a déménagé pour venir s'installer là. Ça a été... l'équipe était grosso modo au complet, là, pratiquement. Après, il y a eu Rénal, sans compter les jeunes qu'on a recrutés par la suite. Hein, ça. Et donc, voilà, le chemin roule, c'était ça. Alors, moi, l'impression que ça me donne, cette histoire, en ce qui concerne mon père, c'est que, d'accord, c'était sans doute, j'imagine, alléchant de l'idée d'aller aux Aisies pour venir là. Mais finalement... Pourquoi? Parce que je sais pas, mais par contre, j'ai l'impression que ça l'a un peu plombé, quoi. Et notamment au niveau de la recherche, évidemment. Mais, oui, pardon. Il était ici, il était au CNRS. Il travaillait, il n'y avait plus de place dans le laboratoire pour travailler, d'autant plus que le matériel était en Dordogne, c'est du matériel, en plus il fouillait des sites qui produisaient beaucoup de matériel, beaucoup de siècles, etc. Et donc il ne pouvait pas, disons, travailler comme nous travaillons, nous, sur les collections, etc., dans la mesure où on n'avait pas d'autre possibilité pour travailler. Donc il travaillait beaucoup en Dordogne ou rue Capdeville. Même rue Capdeville, il écrivait des choses, etc. Donc nous on voyait arriver le couple Guichard, on le voyait arriver au laboratoire régulièrement, tous les 15 jours. Ils venaient voir Borde, parler de ce qu'ils faisaient quand ils avaient un problème scientifique ou autre, ils venaient, ils discutaient, etc. Et on avait, disons, c'était le contact rituel, quoi, en quelque sorte. À un moment, Perroni, atteint par la limite d'âge largement, etc. Le musée n'évoluant plus, etc. Borde a été obligé de se pencher sur le problème du recrutement d'un successeur. Et il fallait quand même, ça c'était un point important, parce que la position de conservateur du musée des Aisies pour le laboratoire de préhistoire de Bordeaux, c'est important, parce que c'est la tête de pont, et puis c'est l'appui, c'est là que sont les collections, c'est là où se regroupent les collections, etc. Et ce musée des Aisies, avec Perroni, il avait un aspect régional, c'était très régional, mais les belles choses, les grosses découvertes importantes, etc., c'était inspiré par soit l'IPH, soit le musée des Antiquités nationales à Saint-Germain, etc. Donc, pour un peu contrer cette aspiration parisienne, Borde voulait mettre un préhistorien qui était chercheur, scientifique, mais comme il fallait quand même prendre quelqu'un qui ne pouvait pas être un de ces jeunes étudiants qui étaient trop jeunes, et c'est encore un pied tendre, là, il n'avait pas le... Donc il a demandé à Jean Guichard si ça l'intéressait. Jean Guichard, ça l'intéressait, parce qu'en plus, pour lui, c'était un peu, disons, ça le libérait un peu du poids, parce que Borde était un poids aussi, sur la façon de réagir et de, je dirais pas de penser, mais d'agir. Donc ça lui permettait de prendre un peu de large tout en gardant un bon contact et en revenant là. Et puis Borde passait souvent, parce que Borde était quand même, l'été il était périgourdin, hein, donc il passait au musée des Aisies, etc. Donc c'est un peu, je crois, ce qui a attiré vos parents, parce que Geneviève Guichard avait un rôle important, elle avait perçu très bien ce que l'on pouvait faire avec le musée de préhistoire. Sur le plan régional, sur le plan les activités qu'on pouvait développer qui n'avaient jamais été développées avant, c'est-à-dire l'aspect pédagogique, l'accueil des enfants, le casse-patrimoine, etc. Les mentalités évoluaient à ce moment-là. Donc c'était un bon changement, et puis 68 était passé là-dessus. Alors voilà, c'était la raison, je crois, moi, c'est mon analyse en tout cas, c'était la raison pour laquelle Geneviève et Jean Guichard se sont intéressés aux Aisies.
Et c'était Jean Chabert à l'époque à Paris? C'était Chabert, Autain qui était le grand patron, et Chabert. Ah, Autain, oui, c'est vrai. Et puis il y avait Gazagne qui était l'adjoint de Chabert. Oui, d'accord. Donc moi j'ai été recruté par Chabert et Autain. Jean Chabert, moi j'ai un très bon souvenir de lui. Ah oui. Très sympathique. Oui. Et c'était c'était une génération d'administrateurs civils qui revenaient de la colo. Ils avaient fait l'Afrique, ils avaient fait leur temps là-bas, ils avaient développé un certain nombre de choses. Et quand ils sont arrivés ici, ils étaient, disons, un peu sur le retour, quoi. C'était le retour d'Afrique. Ouais. Et donc on leur a confié des missions en tant qu'administrateur civil, des missions qui consistaient à mettre en marche un nouveau ministère, le ministère de la Culture, créé c'est De Gaulle qui avait créé ça en 58 ou 59. Malraux avait établi un peu le profil du ministère en disant il me faut aussi le patrimoine, mais c'était pas un grand patrimonialiste. C'était donc ils ont mis des gens qui avaient de la bouteille pour mettre en place un ministère pour éviter que ça dérive, quoi. Parce que Chabert, il avait fait l'Afrique. Ah oui, il était Togo, Dahomey, je crois. Ouais, il avait fait mal. Chabert, tous. Et j'ai eu, il y avait Houry qui a été directeur régional des affaires culturelles ici, le premier d'ailleurs, qui était dans l'équipe, de cette équipe-là. Alors vous l'avez pas connu, c'est le beau-frère ou cousin du metteur en scène. Ouais. Donc bon, alors voilà, oui, ils arrivent aux ESI, il y a beaucoup de travail à faire pour dépoussiérer le... Il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour les aider. Il y avait une gardienne. Et là qu'il y a eu le recrutement de M. Rousset. Il y a eu Rousset. Il y a eu, puis alors après, ils ont recruté des plus jeunes. Il y a Jean-Georges Marcillot. Vous l'avez rencontré, Jean-Georges Marcillot? En plus, j'habite juste à côté, parce que j'habite à Cubjac, il habite à Montagnac-de-Broche. Ah oui. Jean-Georges qui avait quitté le musée pour venir travailler avec moi. Il est travaillé chez moi, Jean-Georges. Ah, c'est-à-dire à Bordeaux? Chez moi, à Bordeaux, à la direction. Oui. À la direction des antiquités. Il faut dire qu'il a un coup de crayon. Ça c'est clair. J'avais apprécié, disons, son travail. Et puis, donc il y avait Turc, Morala, il y a eu... Là on va un peu plus... un peu plus tard. Ouais. Mais c'était... Oui, Marcillot. Mais Marcillot et Turc, on travaillait ensemble au musée. Et Morala aussi. Oui, ils se sont côtoyés là-bas. Oui. Et puis... voyons, donc ils sont arrivés, il n'y avait personne pour les aider, etc. Il a fallu tout de suite, c'est Chabert et Gazagne parce que c'était le moment où Gazagne prenait la main, là, à peu près. À ce moment-là, on leur a dit, écoutez, faites un projet de musée, parce que c'était quand même assez... Disons, c'était assez vétuste et c'était pas du tout adapté à ce qu'on pouvait faire. Donc, ce qui avait été fait avant, sous Peyronie encore, c'était sous la direction de la DMF, des musées de France. C'était les gens de Saint-Germain qui étaient venus installer vaguement une salle de collection, etc. C'était ça qui avait été fait. Et les bâtiments... les nouveaux bâtiments les bâtiments... oui. Voilà. Ça date, je crois, de 66, là, quand sur ça, juste avant l'avènement. Voilà, c'est ça. Les bâtiments Froidevaux. Froidevaux. Les bâtiments en toit de l'Oz, là, qui étaient au-dessus. Ouais. Oui, même peut-être un peu avant. C'était 64, 65, 66, quelque chose comme ça. Donc déjà, on sentait qu'on allait mettre un labo là-dedans. C'était des réserves qui ont été construites. Ah, oui. C'était des réserves et il y a eu, disons, le bâtiment, le premier, le plus éloigné, celui qui est vers l'Augerie là-bas, c'était des réserves. Et puis le bâtiment qui était avant, c'était la direction, l'administration, les services techniques, photos, choses comme ça. Voilà ce que c'était l'idée, disons, sous le règne Peyronie, disons, c'était l'idée du musée qu'ils avaient. Et puis le grand bâtiment, le château, l'ancien château, ça c'était les salles de musée. Et donc ils avaient rénové un peu ça, mais c'était quand même assez vieillot, ça avait pris. Excusez-moi de vous couper, monsieur. Je t'en prie. Donc les bâtiments Froidevaux, qui a pris la décision? Élie Peyronie, mais avec, comme vous dites, avec quand même derrière... voilà.
C'était Saint-Germain, et puis c'était la direction des musées. Parce que Perroni n'avait pas... il avait pas d'idée particulière. Pour lui, il avait hérité de ça de son père, qui avait une personnalité un peu plus affirmée quand même qu'Elie. Il avait hérité ça de son père, et puis il ne savait pas trop quoi faire. Et moi, j'ai travaillé là-bas, j'étais encore étudiant, mais vraiment tout jeune, je travaillais là-bas, il me donnait la clé, je passais à la logerie, il me donnait la clé du musée, j'allais dans le musée, je travaillais un peu. Il n'y avait rien pour travailler. Et puis, il n'y avait même pas de toilette. Il n'y avait pas de toilette, il y avait un sac cahier, j'étais épouvantable, etc. Et quand je repartais le soir, j'allais rapporter la clé pour aller la chercher le lendemain matin, etc. C'était ça, et il n'y avait personne l'hiver, il y avait la gardienne qui était là longtemps, mais pas toujours. L'hiver, l'été, oui, mais l'hiver, non, il n'y avait pas. Parce que moi, je croyais que c'était passé à la direction du musée de France qu'en 72. Donc avant, c'était Bureau des Fouilles, Chabert et compagnie. Voilà, c'est ça. Et donc l'idée des bâtiments Froidevaux, alors c'est Chabert. Ah, mais c'était Chabert, oui. Ouais, Chabert, oui, c'était Chabert, je pense, quand ils ont lancé ça. Mais c'était Bureau des Fouilles, hein, c'était un musée qui n'était pas DMF, c'était voilà. Bureau des Fouilles. Et ça mais il y a eu une sorte de délégation du Bureau des Fouilles sur la DMF pour les travaux, etc. Donc la DMF était déjà en quelque sorte dans le coup, voilà. Avant 72, où vraiment elle a récupéré. Voilà. Et à ce moment-là, c'était en 72 ? Je crois, je me trompe peut-être. Hein. Oui, probablement. Oui, puisque ça s'est passé pendant que j'étais en Alaska. Oui, c'est à ce moment-là. 72, c'est passé du Bureau des Fouilles à la DMF. Parce que, bon, pour une raison très simple, c'est que administrativement, la direction des musées de France ne supportait pas l'idée d'avoir un musée qui prenait de l'ampleur et qui se structurait et qui n'aurait pas pu relever de son autorité. Donc ça a été transféré et le chantage était le suivant: si vous voulez des crédits, vous passez par la DMF, sinon vous n'en aurez pas du Bureau des Fouilles. Et le Bureau des Fouilles, qui avait besoin de tout l'argent qu'on arrivait à mettre sur le Bureau des Fouilles, voyait une bonne occasion d'améliorer son budget, quoi. Donc c'est à ce moment-là. Et alors, le projet, disons, tel qu'on peut le voir maintenant, ce projet-là a commencé à mûrir à ce moment-là. Il n'y avait de grands musées qu'à Paris. Les musées locaux, régionaux, c'était attaché à une personne, ça durait une génération, et puis bien souvent ça tombait en déshérence parce que le plus motivé était parti ou mort, parce que Donc il y a eu beaucoup de musées comme ça qui ont une vie, une existence éphémère. Le musée de Saint-Germain avait, disons, pris pas mal de choses, mais il y avait quand même une certaine méfiance de la part des musées parisiens, c'était d'être envahi par le matériel, parce qu'imaginez que tout le matériel que nous avons sorti avec Borde et puis ses élèves par la suite, ça faisait quand même un gros volume, et mettre tout ça à Paris, ça commençait à leur poser des problèmes également. Donc ils se sont dit, ce serait pas mal d'avoir localement un musée qui fasse le stockage et qui assure la conservation des collections. Donc il y a eu ce problème, cet aspect des choses, et disons que ce qui a changé vraiment l'aspect du problème, c'est que le musée des Aisies est devenu un musée national. Musée national de préhistoire. Alors là, donc il était très étroitement lié à Saint-Germain-en-Laye. D'ailleurs maintenant ça circule, hein. Le matériel de Saint-Germain peut venir aux Aisies, le matériel des Aisies va là-bas, selon besoin des expositions, donc il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et il y a eu une autre chose, parce qu'il y avait un problème de place. Ah bah oui, c'est pas l'endroit rêvé pour stocker. Voilà, il y avait un problème de place, et le musée de préhistoire, Perroni, je dirais, le modèle Perroni, était plaqué contre le rocher, puis il n'y avait pas tellement il y avait des maisons, il y avait des trucs, et puis des gens qui n'étaient pas décidés à partir. Donc ça a été un combat. Certainement entendu. Je me souviens, les expropriations, l'association contre le projet Falaise, tout ça. Oui. Donc il y a eu un combat. Mais parallèlement à ça, pour décongestionner, pour essayer de demander moins de terrain au cœur des Aisies, il y a eu le projet Campagne qui s'est développé. Oui.
Un projet campagne, c'était... Là, il y aurait de la place pour stocker. Là, il y avait de la place. Ouais. Il y avait de la place. Il y en avait pas mal même. Donc il y avait le château lui-même, mais il y avait les dépendances. Et en termes de volume, le château représentait quelque chose de particulier, mais pas très bien adapté pour le stockage des collections. Par contre, les dépendances, oui. Mais c'était dans un piteux état. Donc il y a eu un premier effort de réflexion qui a été développé pour voir comment on pourrait rationaliser ça, mais restaurer ces dépendances, ça représentait... C'est un beau bâtiment d'ailleurs, je préfère le bâtiment. Les communs là. Les communs, oui, je préfère ça. Même ma mère, qui casait les fouilleurs, je me souviens. Oui, il y avait les fouilleurs, j'en avais même des fouilleurs qui logeaient là, moi. Il y a eu des fouilleurs qui étaient là, mais il n'y avait qu'une partie du bâtiment qui était. C'était les anciennes écuries. Et dans le château, il y avait rien. Il y avait une dame qui gardait le château, et puis il y avait des gouttières surtout, des choses comme ça. C'était très, très difficile. Mais disons que quand le ministère de la Culture a décidé d'accepter le don du marquis de Campagne, avec une clause, il faut que ce soit pour l'archéologie préhistorique, ça tournait. J'étais jeune directeur, là, je devais arriver juste à ce moment-là. Et donc les papiers ont été signés à ce moment-là. Et il y a eu une première tranche de travaux, mais pas énormément, pas très importante. C'était pour la restauration des communs, de façon à pouvoir tout de suite commencer à y mettre du matériel pour dégorger un peu le musée des Aisies et dans la perspective des travaux futurs. Et parallèlement à cela, des sondages ont eu lieu dans différentes parties à l'est du musée, de l'actuel musée, pour essayer de voir quelles étaient les possibilités d'extension de ce côté-là sur des terrains appartenant à l'État. Mais il fallait également penser qu'il fallait gagner sur les terrains appartenant à des privés, dont un conseiller général, Merliot. Ah, bon, il habitait par là. Merliot habitait là. Et puis il y avait également... il y avait Bousquet, qui a été, pareil... Ah oui, ça a été la guerre. Ça a été une partie de plaisir. Ah, moi, je me souviens, je me faisais interpeller dans la rue en disant « Qu'est-ce que c'est ?» etc. C'était très tendu, là. Donc il y a eu ce projet qui a été élaboré comme ça. Et... mais ça a été long quand même, parce qu'il fallait quand même envisager un certain nombre d'expropriations avec des gens qui avaient le bras long, parce que il y avait des autorités parisiennes qui intervenaient parfois, etc. C'était un peu la guerre. Et le projet donc a été arrêté, disons, quant au principe. Savoir si on s'étendait de ce côté-là, qu'est-ce qu'on faisait, etc. Et les appels d'offres pour les architectes ont été lancés. Quand ça a commencé, ça a dû commencer. Vers 84. Oui, quelque chose comme ça. Et donc il y avait d'abord les expropriations, ensuite il fallait enlever tout ça, faire des sondages, parce que le projet était quand même ambitieux. Il fallait creuser, faire des sondages pour... évidemment, on ne pouvait pas se permettre de détruire des sites préhistoriques pour construire le musée de préhistoire. Donc ça a commencé comme ça. Et ça a créé un certain nombre de tensions, évidemment, dont des tensions entre Borde et Jean Guichard. C'est à ce moment-là que ça... Mais pas tellement au niveau du musée, plutôt au niveau de campagne. C'était surtout au niveau de campagne. Je crois qu'il y a eu, un événement... Je pense que ma mère a un peu mis de l'huile sur le feu sans le vouloir aussi. C'est l'impression que j'en ai, mais... Oui, Campagne, c'était son projet à elle. Elle était très attachée à Campagne. Et je crois que Campagne a irrité Borde. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, dans le projet Campagne, qui devait être au départ uniquement un dépôt, un dépôt silo, on appelait ça à l'époque, un dépôt où on mettait les collections, on allait chercher ce qu'il fallait pour les collections, pour les vitrines, et petit à petit, l'idée logique d'ailleurs, est venue de dire, mais si c'est un dépôt, on va stocker des quantités de matériel, des choses comme ça, pourquoi ne pas installer à côté de ce dépôt des salles où on peut étudier ce matériel ? Ça libérera de la place dans le musée, ça permettrait de...
Et puis si on envoie des gens pour travailler là-bas, il y a peut-être des gens qui vont être intéressés par la faune, qui vont travailler sur la faune, donc il faut mettre des collections de référence. Et puis il y a peut-être des gens qui vont être intéressés pour faire des analyses sédimentologiques, des laboratoires de géologie, palynologie, etc. Et l'idée d'installer là-bas un laboratoire, un ensemble de laboratoires, est venue presque naturellement. D'autant plus que le laboratoire le plus proche, c'était Bordeaux. Il n'y en avait pas beaucoup encore à ce moment-là en France, il y en avait un peut-être à... Non, Toulouse, il n'y avait pas de laboratoire de paléo-environnement, c'était Paris, et puis voilà. Donc cette idée est venue là. Et là, Borde, qui était plutôt favorable au départ, s'est aperçu que ça pouvait lui faire de l'ombre. Donc il valait mieux être dans le coup qu'en dehors du coup, et parce qu'il voyait lui la possibilité d'agrandir le domaine de l'Institut de préhistoire. Et donc là, il y avait des conflits. Vous êtes en train de me dire en gros qu'il y avait ce château de campagne qui devait absolument servir, enfin le château, disons les communs, à l'archéologie, donc c'était le marquis qui avait voulu. Donc c'était une belle opportunité, enfin il y avait quelque chose à faire, et du coup, d'un côté, il y avait mon père qui voulait absolument ça pour le musée, et de l'autre côté, il y avait Borde qui voulait absolument ça pour Bordeaux. En gros, voilà. C'était un peu, on se tire la gueule. Il voulait savoir qui allait régner sur ça. C'était pas le montage administratif, peu importe, mais c'était savoir qui allait régner sur ça. Mais comme les financements venaient du musée, donc c'était Jean Guichard qui devait superviser ça, avec avec l'assistance, mais c'est plus que de l'assistance de Geneviève Guichard. C'est elle qui était beaucoup plus derrière cette affaire. Jean Guichard était à l'époque très pris par le projet musée, par le travail à faire pour le musée, mais également ses activités de maire. Donc ça lui permettait d'accéder à certaines choses, mais il ne pouvait pas tout faire. Voilà, grosso modo, c'est ma façon de... C'est tout à fait ça, certainement. Je voyais ça. Donc le projet campagne a été un peu le démarrage de ça. Et puis il y avait quand même la confrontation de personnalités entre Geneviève Guichard et François Borde. C'était, je me souviens de discussions, elle tenait plus facilement tête à François Borde que Jean Guichard. Jean Guichard était beaucoup plus diplomate, organisé. Voilà. Parce que moi je vais vous dire une chose, une lettre, enfin la copie quoi, d'une lettre de ma mère à Borde, qui restera dans les annales au moins familiales, je veux dire, parce que je crois qu'il y a eu une visite de François Borde avec... Je vous arrête tout de suite, je connais bien l'histoire. Ah, vous connaissez ça. Je vous dis pourquoi. Je crois avec peut-être Gazagne. Il y avait Gazagne, il y avait Meurice. Qui ça? Meurice. Meurice. Qui était un attaché d'administration du bureau des fouilles. Mais de Bordeaux ou Paris? Ah non, Paris. Paris. Mais il y avait Saradé. Ah voilà, il y avait Saradé, voilà, c'est ça. Il y avait Saradé. Non, je connais donc pourquoi. elle a très mal pris. Ah oui. Et alors d'aucuns me disent, elle est quand même trop montée au cocotier, elle aurait dû... et puis bon, non. Je veux vous dire... côté très entier, elle a très mal pris, elle s'est sentie poignardée, ça c'est un fait. Borde a reçu cette lettre, ça l'a sonné sur place un peu, et il est venu dans les locaux, là-bas j'avais mon bureau, et c'était Borde, quand il y avait un problème, quelque chose comme ça, il venait dans mon bureau, il fermait la porte, et quand il fermait la porte, je savais que c'était sérieux. Il est arrivé, il m'a dit, voilà ce que je viens de recevoir, moi je ne savais pas ce que c'était, c'est une lettre. Et il a posé ça sur ma table, puis j'ai vu, et il m'a raconté. Donc c'est pour ça que je connais l'histoire. Et elle a très mal vécu ça, et je conçois qu'elle l'ait mal vécu. Parce qu'elle avait l'impression d'avoir déjà travaillé là-dessus. Elle avait beaucoup travaillé là-dessus, elle s'était investie personnellement, elle avait beaucoup travaillé là-dessus, et Borde, au dernier moment, a retiré l'échelle, quoi. Et cette visite à Campagne était un peu la démonstration qu'il voulait l'écarter. Il voulait l'écarter, que c'était un domaine. La vision de Borde, c'était la science, c'est moi, donc si on fait des laboratoires, c'est moi.
Et ça a été dur pour votre mère, hein, ça. Et Jean Guichard aussi, hein, mais Jean Guichard l'a très mal vécu. Alors ça a été la raison pour laquelle il y a eu cette cassure. Tout le monde pensait, oui, à peu près, que c'était un moment et que ça allait se calmer après, et que les protagonistes allaient revenir un peu vers l'autre. Ça a été long parce que ça a été un choc des deux côtés. Hein. Ça a été long. Mais bon, après, les choses se sont précipitées. Il y a eu le départ de Borde, puis vos parents sont partis du musée, etc. Ça n'a pas été très... Et alors, pour nous, puisque quand même ça c'est un autre élément dans le problème, pour nous on était, enfin un certain nombre, on était 2 ou 3 à être concernés par ça, par cette situation. Parce que moi j'avais déjà mes fonctions, donc j'arrivais en tant que jeune directeur. J'étais vieil assistant ou jeune directeur. C'est-à-dire que vous étiez appelé à le remplacer. Et voilà. Et donc moi je pouvais pas trop... disons, j'étais pas très à l'aise, moi, dans cette affaire, parce qu'en fin de compte, il y avait... vos parents me parlaient souvent de leurs projets, me disaient, etc. Moi, je leur donnais mon sentiment là-dessus. Je disais, oui, pourquoi pas, après tout, etc. Mais j'avais pas la vision de Borde, moi, puisqu'en fin de compte, lui, il avait sa vision personnelle. Et donc, moi, j'étais un peu entre le marteau et l'enclume, quoi. Et on était 2 ou 3 comme ça à avoir des moments très inconfortables, quoi. D'autant plus que j'étais censé intervenir sur le terrain dès qu'il y avait une découverte fortuite ou des travaux des fouilles de sauvetage à faire ou des choses comme ça. Et Jean Guichard, en tant que conservateur du musée, estimait que c'était lui, futur destinataire, disons, récipiendaire des collections, avait lui aussi à intervenir. Donc on avait un modus vivendi qui était simple, on se mettait d'accord et puis on allait ensemble. Donc ça évitait les problèmes. Mais ce n'était pas possible si Borde intervenait, ça. Donc on a ménagé un peu, disons, cette situation pendant un certain nombre d'années, mais ça devenait, parfois c'était délicat, c'était très difficile, surtout quand les autorités parisiennes ou que Saradé intervenait, ou des choses comme ça, parce que Saradé était également lui aussi, disons, concerné dans la mesure où c'était lui qui était chargé de tout ce qui était monument historique, conservation des bâtiments de France, etc. Donc c'était, dès qu'on posait une pierre, dès qu'on faisait des travaux, d'électricité, des choses comme ça, et dans le cadre du musée ou à campagne, etc., il intervenait là-dedans. Et il intervenait pas toujours de façon favorable au projet Jean Guichard. Si bien que, à un moment, le Saradé, qui était très en cours à la préfecture de la Dordogne, avait réussi à convaincre Guéna, qui était maire de Périgueux, de mettre un peu d'argent dans l'installation des laboratoires prévus à ce moment-là à Campagne, les installer à Périgueux. Et là j'ai été obligé, moi, de choisir, puisqu'en fin de compte, c'était moi qui étais chargé de l'implantation. Donc, Guéna m'a convoqué, voilà ce que j'ai l'intention de faire. Nous avons des bâtiments ici à Périgueux, c'était l'ancienne intendance militaire. On a des bâtiments qui ne sont pas occupés actuellement, qui sont encore en état. Évidemment, c'était laissé en état par les militaires, mais bon. Et ces bâtiments pourraient accueillir les laboratoires de Campagne, puisque le gros problème de Campagne, c'est qu'à l'époque, maintenant c'est un peu différent, mais à l'époque, Campagne c'était très isolé. Hein, et aller trouver des gens qui avaient quand même un niveau universitaire, pour faire des ingénieurs de recherche ou des choses comme ça, pour aller les amener là-bas, c'était quand même difficile à concevoir. Logement, école, etc. Donc on installe ça à Périgueux, puis ce sera quand même, on a des bâtiments, ce sera moins coûteux, etc. Donc la décision est prise à ce moment-là par le ministère de la Culture, sous l'impulsion de Guéna évidemment et quelques autres ministres, d'installer ces laboratoires à Périgueux. C'est le Centre national de préhistoire. Et là, moi j'ai commencé, je suis arrivé un jour, on m'a dit voilà les clés, et puis je suis arrivé, et le bâtiment.
fallait réunir les entreprises, faire les devis, etc. Et moi, ça a été mon boulot pendant un certain nombre d'années. Ça, c'était de 1976 jusqu'à l'inauguration, quoi. Alors là, ça a créé, je vous le dis, bon, ça, on peut le deviner comme ça, mais ça a créé, ça a mis de la distance dans nos relations avec Jean Guichard. On se voyait, on avait des relations, je dirais pas chaleureuses, mais on se voyait très, très régulièrement. Mais moi, j'avais pris à ses yeux une responsabilité dans l'implantation d'eux. Moi, j'avais pas tellement été amené à intervenir pour que ce soit périlleux, puisque c'était plus ou moins décidé, mais comme c'est moi qui réalisais le projet, on avait élaboré ça même avec Jean Guichard au départ, le projet de monter un laboratoire de thermoluminescence. C'est-à-dire une technique assez pointue à l'époque ça nous aurait donné des résultats très intéressants si on avait pu monter ce laboratoire. Et donc, l'université nous dit, écoutez, si vous voulez monter un laboratoire de thermoluminescence à Campagne, donc parce que l'autorité de référence dans tout ça à ce moment-là, c'était le Conseil supérieur de la recherche archéologique au ministère de la Culture, avec la participation du musée. Donc le ministère de la Culture nous dit, écoutez, si vous voulez monter ce musée, vous pouvez envisager de faire muter Mackenzie sur un poste dont la première mission serait de monter ce laboratoire, de le concevoir et de le monter. Sauf qu'à Bordeaux, il y a un laboratoire de thermoluminescence qui se montait au même moment, et donc ça a été tout de suite le clash. Voilà, grosso modo. Bon, d'accord. D'accord. Alors, des domaines, non, je pense pas. Alors, la version... C'est un épiphénomène. Oui. La version de Luc versus Hubert, oui, c'était relativement simple. Bon, il y avait la tendance Druon, etc. Je pense que c'est Druon qui a effectivement fait une promesse, d'une grosse contribution financière, qui avait l'avantage de pouvoir s'intégrer dans un montage financier qui aurait permis de doubler, tripler, voire quadrupler l'enveloppe, parce que le projet était quand même assez important. Hubert de Comarque était très lié avec... comment il s'appelait ? C'est pas un nom... Kemoulaya ? Non, pas du tout, je dis n'importe quoi. Non, il a été ministre de la Jeunesse et des Sports. Un peu centriste. Michel Guy ? Non, je dis n'importe quoi aussi. C'est pas ça. Ah, Jean-Pierre Soisson. Soisson. Et donc, je sais que Soisson est intervenu. Je sais que Druon est intervenu. Donc, là, il doit y avoir, si on mélange les deux interprétations de Comarque et de Luc, c'est... Mais là aussi, ça c'est un point important, parce que Geneviève et Jean Guichard, voyant que les relations avec Bordeaux devenaient, elles n'étaient pas complètement, mais elles devenaient, on voyait arriver quelques nuages. Et Borde ayant tendance à freiner un peu, bien que Borde était au Conseil supérieur, c'était lui qui était derrière le projet de laboratoire, campagne, etc. Avec d'autres, il y avait Delporte, il y avait Geoffroy, Laurent Gourand, des gens comme ça, Combier. Donc Jean Guichard s'est dit, maintenant, si je n'ai pas l'appui de Bordeaux complet, il faut que je trouve quand même des alliés également. Et il avait contacté à ce moment-là, par l'intermédiaire de Jean Pifetot, Laurent Gourand, qui a dit, moi j'ai du monde à vous prêter, je vous mets les deux Luc. Voilà, ça c'est... Il y avait également d'autres personnes, dont Delumelay, qui est intervenu un peu après, mais Delumelay qui était en pleine ascension à ce moment-là. Et ça, disons que ces nouveaux interlocuteurs intervenant là-dedans, ça transposait, disons, ce qui était un conflit entre les Hésies, un risque de conflit entre les Hésies et Bordeaux, en un conflit entre les Hésies Bordeaux, mais également l'IPH de Lumelay et le laboratoire Leroy-Gourand. Il y a eu
c'était pas très... Parce que Delumelet et Leroy-Gourhan, eux aussi de leur côté par ailleurs, oui. Il y avait des... Voilà, ils avaient des... Delumelet avait des ambitions également sur la région, puisqu'il était à l'origine d'un projet de création d'un centre d'enseignement de la préhistoire à Périgueux. Mais beaucoup plus tard, hein, ça a été dans les années... Guéna était parti déjà. Alors, voilà, grosso modo, parce que tout ça... Un billard à 3 bandes ou à 4 bandes... Oui, c'était très compliqué, parce qu'il y avait tout un tas de structures qui se mettaient en place et qui faisaient partie d'un dispositif. Il y avait le CPIE, qui était une structure d'hébergement et une structure d'intervention en milieu scolaire. Il y avait des choses comme ça qui se mettaient en place au fur et à mesure, et Hubert de Comarque était partie prenante là-dedans. Ça s'est mal terminé, mais enfin bon, il y avait ça, il y avait donc tout ce dispositif s'organisait, se structurait et tout interférait là-dedans, parce que c'était assez compliqué. Il y avait les relations avec Deluc et la direction des Antiquités sont devenues très vite très difficiles, parce qu'en fin de compte, les Deluc se sentaient, du fait de leur collaboration, leur participation au projet, musée, campagne, etc., et l'arrivée de Delumelet qu'il avait nommée, elle, conservatrice du musée de Pato, on était en position frontale parfois, découverte fortuite, les Deluc allaient là-bas, nous ne disaient rien, vous voyez, donc on avait des difficultés à gérer une situation comme ça. Alors voilà, grosso modo, c'était ça. Moi, disons, très tôt, Jean Guichard était sur le terrain, Geneviève Guichard, parce que Geneviève Guichard était aussi présente que lui, sinon plus, peut-être même sur les chantiers. Et c'est elle qui organisait, qui gérait ça. Jean Guichard faisait un tas de choses autour, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire en plus. Hein. Et donc moi, c'est souvent que Geneviève et Jean Guichard disaient à bord, est-ce que vous ne pourriez pas demander à Jean-Philippe Rigaud de venir nous donner un coup de main? Je faisais de la topo à ce moment-là. Donc je venais pour faire des relevés, pour faire un tas de choses, etc. Et même il m'arrivait, disons, d'aller sur le terrain pour travailler quelques jours avec eux parce que il y avait un coup de presse ou quelque chose comme ça. Donc j'avais des relations tout à fait amicales avec Jean Guichard, qui était en plus, bon, il avait cette faconde, disons, pour raconter des histoires. C'était toujours un événement, un petit événement présenté par lui, c'était déjà une petite scénette en soi. Et disons que il fallait vraiment vouloir s'accrocher avec lui, parce que il était très, je dirais diplomate, mais c'est pas le terme que je voudrais utiliser. Avec lui, les aspérités disparaissaient. Geneviève Guichard, le caractère était plus marqué. Si elle avait envie de dire ce qu'elle pensait, elle l'a montré. Hein. Mais même dans la conversation, hein, comme ça, c'était assez franc du collier, on le savait. Donc les premiers moments de surprise passés, après on s'y faisait, ça allait très bien. Et on avait même, disons, par moments, une certaine complicité dans la mesure où on pouvait, les ragots, disons, professionnels, on pouvait les commenter, c'était par moments assez bien vu. Donc, moi j'ai eu de bonnes relations pendant une très longue période avec eux, de très bonnes relations, je dirais, amicales. Ce sont les événements qui nous ont amenés à être les uns dans un camp et l'autre dans un autre camp, et donc à avoir des difficultés dont on arrivait à parler parfois. On parlait de ces problèmes-là en disant voilà, comment voulez-vous faire, etc. Et bon, j'étais d'accord avec leur position, et c'était un conflit d'intérêts. Donc voilà. Mais il y avait des moments quand même où j'ai trouvé disons, surtout au début. Moi, dès mon entrée au laboratoire, j'avais eu des conflits avec Madame Borde à répétition, parce que multiples raisons.
je vais vous donner une anecdote parce que ça va vous éclairer là-dessus. Je rentrais juste d'Algérie. Je n'avais pas eu de tué chez moi, dans ma section, je n'avais pas été blessé, donc je rentrais là. C'était pour moi, je voulais oublier tout ça parce que c'était terminé. Et Madame Borde était partie sur un mythe, elle fantasmait, c'était le 19e siècle, ça, l'officier en garnison, chapeau, réception mondaine, etc. Et elle partait là-dessus en faisant des réflexions, mais à tout bout de champ, en disant, pour un officier... Et je lui avais dit que, en fin de compte, le rôle de l'officier avait changé depuis, et ce que je venais de vivre, c'était pas du tout ça. Et ça a été une coupure, mais alors définitive. Si bien que Borde était obligé de me défendre vis-à-vis de sa femme, ce qui était drôle par moments. Mais Borde avait... C'est toujours comme ça. Et je me souviens, on déjeunait ensemble, c'était à Faux. Il y avait Geneviève et Jean Guichard, il y avait les Bordes, j'étais là, il y avait un certain nombre de personnes. Et Guy Célarier, je crois. Et je pense que, je ne sais plus comment c'est arrivé exactement, mais Madame Borde a ressorti une chose comme ça, et je lui ai dit qu'en fin de compte, elle avait une vision du 19e siècle. Et Geneviève Guichard est montée au créneau, et là, je l'ai trouvée vraiment, elle a été très, 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 je ne dirais pas dure, mais elle a été ferme sur ce point, en disant non, vous ne pouvez pas dire ça. À Madame Borde. À Madame Borde. Et Borde n'a rien dit. Et ça, j'avais apprécié parce qu'en fin de compte, moi j'étais tout jeune, hein, je risquais gros. Et bon, ça m'a un peu conforté. Et ça, je le retiens, j'en ai gardé des souvenirs marqués. Ça. Je suppose, enfin là, je vous assure, j'ai aucun élément, même pas une ligne là-dessus. Je suppose que Mme Borde devait secrètement un peu trouver un air vulgaire, parce qu'on a utilisé des mots grossiers, pour choquer. Ah non, mais elle avait son vocabulaire, quand elle avait envie d'utiliser, dire ce qu'elle pensait, elle l'utilisait avec les mots, et c'était des mots justes. C'était les mots, mais sans périphrase, elle l'a trouvé, non, c'était pas vulgaire, non, elle l'a redouté parce qu'elle était d'une vivacité d'esprit foudroyante, votre mère. Elle voyait tout de suite elle jugeait les situations avec beaucoup de justesse. Donc, Madame Borde, c'était beaucoup plus convenu, et elle l'a redouté un peu de ce côté-là. D'accord. Je pense à une chose, là, je saute du canal. En gros, les fouilles du Bergeracois, qu'est-ce que vous pouvez en dire Les fouilles du Bergeracois. Je pense surtout à Rabier et à Barbas. Rabier, Barbas, Toutifaux, Canol, etc. Disons que toutes les collections ont été déposées au musée des Cécilles. Et les collaborateurs qui ont travaillé avec Jean et Geneviève Guichard sur les chantiers ont été plus ou moins, se sont investis de la publication, de publier ce matériel, le faire connaître, etc. Ce qu'ils font petit à petit. Ben c'est très bien. C'est très bien, parfait. Et des publications importantes. Disons, parce que Geneviève et Jean Guichard, les fouilles se faisaient ou étaient juste finies, et ils avaient en même temps le musée, ils avaient en même temps tout ce que je vous ai raconté là, sur le dos, donc ça faisait beaucoup pour tout faire. Et c'est comme ça qu'ils se sont sentis un peu perdus au point de vue sur le plan scientifique. Alors, quand le contact était bon avec François Borde pour le silex, etc., ils en parlaient sans aucun problème. Mais Jean Guichard souffrait d'une chose, il n'avait pas le support complet du laboratoire de Borde, c'est-à-dire que les géologues du laboratoire de Borde n'étaient pas naturellement enclin à aller travailler là-bas. Donc c'était un peu... C'est pour ça qu'il a fait venir Roland Pape, tout voilà. Ça, à un moment donné. Il a fait venir Pape, Couteau, etc. Et c'était jugé par le laboratoire de Borde comme une incursion sur son territoire. C'était satrapie, hein, faut pas, ça fonctionne comme ça a fonctionné comme ça en tout cas. Donc il y avait cet aspect des choses qui n'est pas négligeable quand même. Vous savez que je suis allé l'interviewer à Den Haag, à La Haye, oui. Roland Pape, oui, je vais voir. Et mais alors, ça a été à peu près bien fouillé quand même. Ah oui. Parce qu'il y a l'histoire de la tranchée à Barbas. Oui, non, voilà. Non. Écoutez, il n'y avait pas de... Il faut être réaliste quand même. Surtout si on voit ça à la lumière de ce qui se fait maintenant sur les tracés autoroutiers.
Parce que c'était des sites de plein air, il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est-à-dire qu'on arrivait devant un champ de maïs, on savait qu'il y avait quelques silex, parce que les labours profonds faisaient remonter les silex, on savait qu'il y avait quelque chose là, mais on ne savait pas trop comment c'était, comment on allait le savoir. Alors on prend une pelle, une pioche, un terrassier, ce qu'a fait votre père pendant un certain nombre d'années, mais il passait des mois là-bas sur le terrain à faire... Avec Gilbert Lomont, là, le terrassier qui avait... J'ai une photo de lui qui est... C'est lui qui disait, ça c'était drôle, il disait... à la fin du repas. Moi, avec l'université, j'ai jamais eu de problème. Je travaille toujours avec l'université. Alors, donc, le Barbas, pour parler de Barbas ou de Rabier surtout. Comment savoir où il faut fouiller? Parce que c'est vider la mer avec une petite cuillère, ça. Donc, faire venir une pelle, on fait une tranchée, une deuxième, et puis voilà. C'est comme ça qu'on fait actuellement pour les tracés autoroutiers. On fait faire des sondages à la pelle mécanique. Alors maintenant, les techniques, les engins ont évolué, etc. C'était moins dévastateur, mais c'était comme ça qu'il fallait le faire. Et ça a été critiqué en disant le gisement préhistorique, on est fouillé à la pelle mécanique. Non, parce qu'après, quand le repérage était fait, à partir de là, on établissait une fouille, c'était enregistré, relevé, etc. Donc moi, je ne l'ai pas, disons, je partageais pas ces critiques à ce niveau-là, parce qu'il fallait quand même avoir connaissance de la stratigraphie. Fallait dans la stratigraphie, il fallait descendre, il fallait fouiller, etc. Et Guy Sellerier, vous l'aviez Oui, j'ai eu le temps. 6 mois avant qu'il on était très liés avec Guy. Hein. Et Guy Sellerier a beaucoup aidé dans ce sens, et c'était lui qui était, disons, le contremaître sur le chantier, qui faisait tourner ça, etc. Et moi, chaque fois qu'on en parlait, je partageais son point de vue. Hein, et le truc. Non, je crois qu'il n'y a pas de ce côté-là, il n'y a rien à redire de ce côté-là. Parce qu'à part la tranchée, tout le reste, on descendait dans ce que j'ai cru comprendre qu'on appelait le paléosol. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. La manière Leroy-Gourand. Voilà, c'est ça. Et c'était disons, la technique, pour le moment, que la seule qui persiste encore, en fin de compte. Et parce que moi, on me dit, Borde, il était plus souvent Borde fouillait dans un autre contexte. Oui, dans un autre contexte, il fouillait dans les abris, dans les grottes, et c'était plus délicat. La stratigraphie était beaucoup moins simple, c'était plus délicat, et on était obligé de procéder comme ça. Moi, j'ai eu ce conflit avec Borde, parce que quand j'ai commencé à fouiller, moi, je ne suivais plus la méthode Borde traditionnelle, puisqu'en fin de compte, je commençais à faire des décapages, des choses comme ça. Mais donc, comme Gossin, mon père, voilà. Tout ça, vous travailliez. Voilà, c'est ça. Mais Gossin travaillait Borde également, puisqu'ils ont fouillé des sites ensemble. Hein. Donc il y avait Borde comprenait que pour les sites de plein air, on puisse fouiller comme ça. Sauf qu'il ne le faisait pas, parce que moi, j'ai fouillé avec lui à Corbiac. Corbiac, c'était à 5 km de chez mes parents, donc je suis bergerois. Donc à Corbiac, Borde arrivait, faisait un trou, une tranchée, et puis il fouillait. Il fallait avancer, il fallait mettre les silex, etc. Il ramassait par carré. Et petit à petit, on a réussi à faire implanter un carroyage par Borde et fouiller un décapage. Et Borde a été séduit par le décapage, sauf qu'il y avait 20 cm de feuilleté de silex, il n'y avait que du silex, il n'y avait pratiquement pas de terre entre les trucs. Et ça, c'était fastidieux à fouiller en décapage, parce qu'on ne savait pas où ça commençait, où il fallait s'arrêter, etc. Enfin, bon, voilà, grosso modo, mais c'était un détail d'évolution des techniques. Hein. Et alors, dernier point, puis après, je pense qu'à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter, on a fait le tour, c'est par rapport à l'Ogéote Est. Est-ce qu'il est vrai, je crois que c'est André Morella qui m'a dit ça, il paraît que ma mère, bon, d'accord, ça fouillait bien, mais il paraît qu'elle avait négligé de poser un point zéro pour l'ensemble, si vous voulez, un point de référence unique. Et que c'est pour ça que c'est pratiquement impubliable ce qu'elle a fait, parce que certes, chacun dans son carnet de fouilles notait des coordonnées ici, mais comme il n'y avait pas le point de référence, ce qui m'étonne un peu, parce que moi il me semble que je me souviens qu'il y avait un espèce d'énorme piton sur le en haut là, sur tout bétonné. Mais bon. Non, ce qu'il y avait, le problème de logerie, c'est qu'on voulait faire des relations, tirer des corrélations entre logerie, la partie est et la partie ouest, c'est-à-dire il y avait la maison en haut.
il fallait quand même savoir que c'était des corrélations à très grande distance pour la stratigraphie. Et donc la topométrie était importante là. Mais c'était très difficile à faire, ou alors à condition de faire le tour par la route, et encore, avec un risque d'erreur, etc. Donc, il valait mieux se concentrer sur une partie du site, en tirer les conclusions que l'on pouvait en tirer, puis bon. Mais le contrôle altimétrique, c'était à partir d'un niveau qui était le niveau de référence, qui était un 0 ou plus 1, moins 1, j'en sais rien, je ne sais plus. À partir de ce niveau-là, on relevait tout en altimétrie, tout ce que l'on récoltait. Ceci fait, le matériel, si on n'étudie que cette partie fouillée-là, on peut l'étudier à partir de cette référence topométrique. Mais si on veut en tirer des conclusions et aller plus loin, sortir de la fouille et aller de l'autre côté à l'ouest, passer à l'ouest, ça devient infernal et très difficile. Ah oui, donc on ne peut pas le faire. Non, ça d'accord. Non, mais même, moi dans le propos d'André, j'avais cru comprendre que même, sans parler de l'ouest, ah, dans l'Est. Alors, l'autre difficulté c'était un milieu saturé d'eau, qui avait été totalement, en grande partie, cryoturbé. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est lié au froid intense pendant la partie quaternaire préhistorique. Les alternances gel-dégel provoquaient des mouvements de convection dans le sol qui faisaient que les objets étaient brassés, écrasés les uns contre les autres, etc. Donc il y avait des parties, surtout quand c'est très humide, cette cryoturbation est très importante. Donc si on veut essayer de comprendre, il faudrait pratiquement dire ça, on ne peut pas l'utiliser parce que même si ça a été fouillé correctement, on ne peut pas l'utiliser parce que c'est brassé, et par contre il faut utiliser uniquement ça. Mais c'est un gros travail à faire, et c'était vraiment un chantier infernal. Voilà, moi on m'a dit que c'est un truc très difficile à fouiller, parce que c'est à cause de ce que vous venez de dire, et parce que c'est très riche aussi. C'est très riche, c'était intéressant en plus, mais disons que... et ce n'est pas pour rien que les anciens, je pense à Hauser, Perroni, etc., et Borde même, n'ont pas fouillé le fond. Ils ont fouillé en avant, où c'était plus facile, mais le fond, ils n'y ont pas fouillé. Parce qu'en fin de compte, la stratigraphie, on la voyait mal. Et chapeau, parce que Geneviève Guichard s'est attaquée à ça. Il y avait les Lavaux, il y avait des gens comme ça qui ont travaillé là. Et c'était des fouilleurs qui connaissaient bien leur truc, ils savaient faire, mais on faisait des observations exactes, ponctuelles, mais quand on passait 20 cm à côté, c'était plus valable, ou 1 mètre à côté, c'était plus valable. Donc c'est infernal, fouiller ce genre de truc. Ça a été dur, et à ce moment-là, on ne connaissait pas Cléier-Merle, parce que Cléier-Merle est sorti comme ça, il est arrivé. Chapeau de Saint-Germain. Saint-Germain, boum, là, c'était la DMF qui décidait. Il y avait d'autres candidats qui étaient d'ailleurs en même temps que lui, il y avait des gens comme Boeda, des gens comme ça. Et bon, nous, on ne connaissait pas Cléier-Merle, et on ne savait pas du tout comment ça se passait, quoi, à ce moment-là. On a eu des échos après, mais au début, on ne savait pas. Et puis il y avait l'attitude de Delporte également, qui était encore là et qui était omniprésent d'ailleurs. Donc voilà. Mais Geneste, vous voyez Geneste, il a certainement pas mal de choses à dire là-dessus. Les Hésies, c'est un milieu très particulier, très 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 particulier. C'est un milieu avec une mentalité rurale, mais d'une petite agglomération qui vit dans le secteur tertiaire pratiquement. C'était les agriculteurs aux Hésies, un peu. Et donc ça fait un mélange, et alors les relations entre cette population et la préhistoire, il y a un passif, il y avait pour des questions de petits sous, de trucs comme ça. Donc c'est vraiment un milieu que, disons, moi j'étais un peu content de travailler en dehors de ça.